recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Sonomax ETS, le professeur Jérémy Bois. Alors, cher directeur général, cher doyen, chers collaborateurs et confrères, distingués invités, merci d'être ici ce soir. Si vous êtes ici ce soir, c'est qu'il y a un lien qui existe entre vous et moi. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore de lien avec moi, c'est que j'ai un plan pour vous et que vous risquez d'avoir un appel lundi matin. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement revenir un petit peu sur ce concept de bouchon intelligent. Et en fait, me livrer avec un petit exercice avec vous. Alors, si vous voulez juste vous approcher un petit peu, je vais avoir besoin de vos bras tendus, car je vais vous demander de jouer le bouchon intelligent. Alors, le bouchon intelligent, on l'a compris, on le souhaite, il laisse passer les informations utiles, mais il coupe les informations inutiles. J'aimerais juste, à des fins statistiques, pour affiner mon modèle, avec les 92 personnes qui sont là ce soir, vérifier effectivement, sur une banque de bruit que je vais vous faire jouer, vérifier instantanément votre décision et voir si le son devrait être passé ou bloqué. Est-ce que tout le monde a compris la consigne? On tend le bras, on va écouter 30 secondes de musique. Si ça doit passer, vous mettez le pouce vers le haut. Si ça doit être coupé, le pouce vers le bas. C'est parti. Petit effet de musique. Alors le montage est en fait réalisé par un DJ qui s'appelle Klepto Groove, qui est en fait Kuba Mazou, mon étudiant, enfin un des étudiants à la maîtrise. Alors, il n'est pas là ce soir, il est à Cancun, excusez-le. On voit les mères de famille. Il y a des animaux ici. Ok, très bien. Merci que vous êtes prêtés au jeu. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'il y avait une unanimité sur certains points, sur certains bruits, qui effectivement sont très forts, mais sur certains bruits, effectivement, mais ça fait partie de l'ambiance sonore, ça fait partie des informations. Un camion d'alarme, un camion de pompiers qui passe, c'est peut-être une information qui est forte, on va quand même vouloir l'entendre, c'est un signal d'alarme. Donc, merci. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'idée du bouchon intelligent, c'est pas si simple. Alors juste pour revenir sur l'anecdote, puisqu'on m'a tendu un petit peu la perche à décrire un peu ma première rencontre avec Frédéric, juste raconter qu'effectivement, je me suis présenté un petit peu par un hasard de circonstances à 10h du matin à l'ETS et je rencontre Frédéric Laville qui présente donc le projet Sonomax, vous avez compris exactement où on en était. Et là, donc, il est 10h du matin, on s'assoit tous les deux et on va se mettre à écrire effectivement ce que pourrait être ma problématique de recherche. Et non seulement on écrit ça, mais comme c'était un mardi qui devait être le 4 novembre 1999, c'était, et nos amis de l'IRSST le savent bien, c'était la date d'échéance pour les demandes de bourse de 3e cycle. Alors, ce qui s'est passé, et la suite est un petit peu moins glorieuse, et je m'excuse d'avance auprès de ma chère épouse, je vais raconter un événement un petit peu difficile dans notre relation, mais Nathalie m'accompagnait, et ce qui s'est passé, c'est que Frédéric et moi avions vraiment l'inspiration, avons complété cette demande de financement, et en réalité avons passé 3 heures dans le bureau de Frédéric. Tant et si bien qu'à 3 heures de l'après-midi, je suis sorti, j'ai rejoint mon épouse qui m'attendait dans la voiture depuis donc à peu près midi et demi, quelque chose comme ça. Satisfait d'avoir effectivement eu un projet de doctorat que j'avais absolument pas envisagé, satisfait d'avoir une demande de bourse, mais évidemment avec une petite rancœur qui maintenant dure depuis 11 ans. Donc ça c'était ma rencontre avec Frédéric Laville, et puis vous connaissez donc un petit peu la suite. Alors je vais maintenant vous présenter un petit peu effectivement ce qu'on va trouver derrière cette idée de chair industrielle et surtout d'oreille bionique. Donc l'oreille bionique, si on la présente et qu'on la rend en vue d'artiste, vous l'avez à l'écran, c'est quelque chose qui va se fixer dans l'oreille. Un dispositif intra-auriculaire. On imagine effectivement qu'il y a certains ajustements, un contrôle de volume, des microphones à l'extérieur, de l'alimentation, une antenne, on a parlé de communication radio. Et nous, précisément, ce qu'on envisage à la chair, c'est que Sonomax va s'occuper de l'extérieur, du bouchon, donc que vous voyez ici en vue éclatée. Et vraiment, ce que la chaire va faire, c'est pas développer des produits, c'est pas sa mission, mais développer vraiment des technologies qui vont pouvoir être intégrées dans le produit. Alors si vous regardez, et je sais que j'ai des collègues de génie électrique, ça c'est le schéma bloc, un petit peu de ce que l'on souhaite mettre à l'intérieur du bouchon
intelligente, l'oreille bionique. Alors, ce sont évidemment des connexions vers l'extérieur. Vous avez un microphone, vous voyez un microphone en rouge, vous avez un lien radio, vous avez des signaux qui peuvent venir de fil. Et puis, vous avez un processeur, donc une petite intelligence, un processeur numérique du signal, un DSP, et qui en renvoie le signal sur le petit haut-parleur qu'on a en vert, donc vers l'intérieur de l'oreille. Et on a aussi à l'intérieur de l'oreille, Nick en a parlé, un microphone. Ce microphone va avoir des applications, notamment pour permettre la capture du son dans le conduit auditif. Et vous allez le voir, tout ça va devoir être alimenté. Il y a évidemment des petites piles qui sont possibles, mais on souhaite aussi regarder du côté des micro-grappilleurs, c'est-à-dire de récupérer l'énergie qui, comme vous voyez, est présente. Lorsque l'on parle, la tête bouge, lorsque l'on parle, la tête chauffe. Ce sont des idées de sources d'énergie. Alors, que va faire exactement cette oreille bionique? Ça, c'est la question qu'on se pose. On l'a dit, protéger, aider et communiquer. Alors, si on regarde ça avec une vue un petit peu d'ensemble, on a effectivement trois domaines. On a la protection auditive, l'aide auditive et la communication intra-auriculaire. Alors, la protection auditive, si on commence par elle, c'est quelque chose avec lequel vous êtes certainement familier. Vous voyez effectivement des produits, vous connaissez des casques, des bouchons, différents dispositifs. Si vous êtes familier avec ces produits-là, vous êtes probablement comme 30 millions de travailleurs nord-américains qui tous les jours ont besoin d'en mettre parce qu'ils sont exposés à des niveaux toxiques ou dommageables en tous les cas pour eux. Alors, le petit problème qu'il y a, c'est que les produits que je présente ici ont des problèmes traditionnels qui sont de deux natures. La première chose, c'est que leur performance, leur atténuation est en fait inconnue. C'est drôle à dire, mais jusqu'à très récemment, à peu près jusqu'à l'histoire de Sonomax, on ne peut pas dire si un travailleur est bien ou non protégé du bruit. Petit problème. Deuxième problème, le manque de confort. Vous connaissez ces produits que j'ai présentés, ils sont jamais très très confortables. Donc ce que vont faire les ouvriers, les travailleurs, les musiciens, vont simplement les porter peu, ou s'ils les porter mal, les enfoncer plus profondément, etc. Pour des problèmes de confort biomécanique. Et puis aussi des problèmes de confort acoustique. Vous savez, quand on a un bouchon, ben, tout est différent, on entend moins bien, on n'entend pas un signal d'alarme, quelqu'un qui nous parle. Alors regardez bien ce qui a été développé finalement par la solution Sonomax au fil des dernières années par rapport au problème de performance. Ça a été, Nick l'a rappelé, l'idée d'instrumenter le bouchon. Donc on va développer un petit système de doublet microphonique. Vous voyez deux cellules en verre, l'un dirigé vers l'intérieur du bouchon, l'autre vers l'extérieur. Et avec ça, on va mesurer le bruit à l'extérieur, le bruit à l'intérieur de l'oreille, et la différence des deux nous donne grosso modo l'atténuation. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça va permettre de certifier chacun des protecteurs. Et effectivement, il y a une petite révolution dans l'industrie qui est en route, puisque maintenant que Sonomax a donc licencié cette technologie A3M, et bien évidemment tous les autres joueurs de la planète s'alignent sur cette idée de mesurer individuellement. Le deuxième problème, manque de confort. Vous allez pouvoir le voir dans la vitrine, mais Sonomax a passé énormément d'ingénierie, énormément de temps, d'années, à développer un produit qui est de plus en plus confortable. Et vous voyez ici donc les 4 ou 5 générations qu'il y a eu. La première ressemblait en gros à un gant box, hein, on peut le dire. C'était un gant box miniaturisé en 2000, lorsqu'on a commencé, mais finalement le produit s'est drôlement affiné. Et pour le problème de perception des signaux acoustiques, on a tout de suite mis différents systèmes de filtrage. Alors là, c'est juste peut-être une petite précision par rapport à des choses qui ont pu être écrites dans les médias ou vous avez peut-être pu lire. Dès 2001, Sonomax présentait en fait un système dans lequel on insérait différents petits filtres passifs, donc des petits filtres, des petits éléments acoustiques qui finalement réduisent ou atténuent au bon niveau le bruit pour un travailleur donné. Donc on ajuste l'atténuation aux besoins du travailleur. Par contre, en 2005, Sonomax s'est lancé aussi dans les prothèses auditives et donc on a eu l'occasion de travailler aussi avec une plateforme numérique. Donc c'est en 2006 qu'on a eu le premier écouteur ou premier bouchon numérique. Alors le premier bouchon numérique en fait qu'on a développé était pour les chasseurs, nos amis du chasseur, on adore. Et donc le Sono Hunter faisait la fonction suivante. Regardez en haut, c'est ce qu'il y a à l'extérieur du bouchon, en bas c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lorsque je parle, le signal en vert, le signal, vous voyez en dessous, à l'intérieur, est répliqué intégralement. Donc le chasseur entend ce qui se passe autour de lui. Aussitôt qu'il y a un coup de feu, et vous voyez ce qui se passe, le coup de feu va être écrété. Donc c'est pas très compliqué, mais ça marche très bien et surtout très rapidement. Le chasseur est protégé. Un peu plus tard, on lui parle à nouveau, le chasseur entend, et là, on lui chuchote quelque chose. Et là, le chasseur va se mettre à entendre mieux que la normale. Il va avoir une audition qu'on appelle super normale, donc il entend comme un super homme. Alors ça, c'était quelque chose que j'adorais, je trouvais ça très amusant, mais beaucoup de fun avec ça. Les testeurs, les bêta-testeurs qu'on a eu nous ont quand même dit, vous savez, il y a un problème, c'est qu'on s'est souvent retourné pendant nos chasses,
pensant voir un chevreuil et on trouvait un écureuil. Parce qu'effectivement, il y a un petit problème. Ça, c'est les ajustements. Donc ça, c'était la partie protection auditive. Parlons maintenant un petit peu des projets que l'on va faire. On va continuer dans la protection auditive avec d'autres technologies donc numériques. Un des grands défis qu'il y a, c'est de trouver un protecteur qui va atténuer de façon uniforme en fréquence. Vous savez très bien, quand vous mettez un bouchon, on perd les aigus, on entend encore assez les passes. C'est très très désagréable pour tout le monde. Imaginez pour un musicien professionnel qui doit se protéger du bruit, qui est dans un philharmonique, il a le violon, les trompettes, les cuivres sont derrière lui, il doit se protéger du bruit, mais il veut avoir une perception auditive qui soit réaliste. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des atténuations qui sont dites uniformes. Alors pour ça, il faut tenir compte du fait que l'oreille n'entend pas de façon linéaire, donc on va devoir finalement corriger, c'est ce qu'on appelle la compensation psychoacoustique. Mais il y a une deuxième chose, ça c'est pas si compliqué que ça, mais il y a une deuxième chose plus compliquée. Vous savez, quand vous mettez un protecteur auditif, vous entendez très fort. Il y a un effet désagréable qu'on appelle l'effet d'occlusion. Vous entendez votre voix forte, et c'est un problème. Les travailleurs qui ont un bouchon vont avoir tendance à ne pas parler très fort, parce qu'ils s'entendent très fort, ils pensent qu'ils parlent fort. Et c'est ça le problème qu'on appelle donc l'effet d'occlusion. Une de nos approches, une des avenues qu'on veut explorer, c'est de faire du contrôlatif de l'effet d'occlusion. Le contrôlatif, vous êtes peut-être familier, vous avez vu les produits Bose dans l'avion et autres, on met un casque actif avec un système de haut-parleurs, de microphone, et on génère l'anti-bruit. Et là, ça va être la même idée, on va générer un anti-bruit, on va générer votre anti-voix, mais évidemment, la référence ici, la perturbation, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc il y a une complication. Et ça, cette complication, c'est un étudiant donc, qui est pour le moment assistant de recherche, qui s'appelle Antoine Bernier, qui va s'y frotter. Et donc avec l'aide et la validation, collaboration de collègues du BRAMS, donc, qui est le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, mais qui est l'Université de Montréal. On a d'ailleurs un fier représentant parmi nous ce soir en la présence du docteur Sean Wisner. Et donc, évidemment, il y a un grand intérêt pour des groupes d'études comme ça d'avoir des produits ou des technologies qui vont pouvoir valider. Parce qu'on fait de l'ingénierie, eux vont pouvoir faire de la psychologie. Voilà. Alors revenons maintenant à nos moutons. Le deuxième volet, c'est l'aide auditive. Alors aide auditive, si vous n'êtes pas familier avec les produits, eh bien, en voici quelques-uns, très très sexy. Et je ne veux pas vous inquiéter, mais vous savez qu'avec le vieillissement de la population, le fait qu'on passe tous, effectivement, on va tous, je l'espère, passer au-dessus de 55 ans, qui est la moyenne d'âge à laquelle on commence à souffrir de presbyacousie, c'est-à-dire le vieillissement de l'audition, eh bien, il n'est pas impossible qu'effectivement, un jour ou l'autre, on ait parmi nous apporté ces produits-là. C'est pas juste, c'est très stigmatisé, mais c'est pas juste pour les personnes très âgées ou les personnes qui ont souffert de surdité professionnelle. Ça va être aussi un petit peu pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, mais que le système auditif vieillit. Alors, le problème traditionnel qui m'intéresse avec la protection auditive, c'est le suivant, c'est que les prothèses auditives ne sont pas du tout adaptées au milieu de travail. C'est-à-dire que si vous devez porter une prothèse auditive et que vous devez travailler dans un milieu bruyant, on ne sait pas très bien quoi faire avec vous. Parce qu'on craint deux choses. D'abord, on sait que la prothèse ne vous protège pas du bruit, c'est pas assez étanche, c'est pas assez performant. Et on ne sait pas si elle ne va pas se mettre à suramplifier le bruit. Alors ça, c'est un gros problème. Et en gros, on n'a pas de solution à vous recommander si vous êtes un petit peu malentendant, ou en tout cas avec une perte auditive, et que vous travaillez en milieu bruyant. Alors c'est pour ça que nous, dans la chaire, on va regarder exactement cette zone connexe entre la protection auditive et l'aide auditive. On ne touche pas trop à l'aide auditive, on a appris à nos dépens à ce moment-là que c'était un peu une chasse gardée également. Alors on va regarder effectivement ce qu'on peut faire pour concevoir des protecteurs qui vont être adaptés aux pertes auditives. L'idée, ça va être de laisser passer la parole. Là, je vais rentrer un petit peu dans les choses techniques. Mais laisser passer la parole, et vous vous posez peut-être la question de comment fait-on pour savoir que c'est de la parole et pas du bruit. Bon. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on peut expliquer assez simplement, bien que ce ne soit pas aussi simple que ça en pratique, mais en disant par exemple que le bruit, et je l'ai représenté ici, vous voyez, un bruit aléatoire, eh bien il a une certaine, si vous regardez ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire à peu près l'amplitude moyenne, vous voyez que l'enveloppe, elle est peu ou varie, elle fluctue lentement et peu, avec une faible amplitude. La parole, par opposition, vous voyez, est beaucoup plus dynamique. Donc c'est ce qu'on appelle cette modulation d'amplitude, ou c'est plutôt cette produit de modulation d'amplitude qui va nous donner une information sur est-ce que c'est un signal utile ou non, et on va pouvoir le traiter. L'autre approche, c'est ce que Nick a mentionné, il vous a parlé d'une zone de bulle de silence. Alors dans mes termes à moi, c'est ce que j'appelle un détecteur d'émergence sonore par seuillage dynamique. L'idée est simple, l'idée est simple, ça va être simplement de se dire, ben voilà, les informations qui sont utiles, ça peut être un signal d'alarme, ça peut être un bruit soudain, ça peut être différent, une personne qui s'approche de moi, mais l'idée c'est que ce signal-là va émerger
du bruit ambiant. Alors l'idée, ça va être d'estimer quel est le bruit ambiant, une règle de seuillage par rapport au bruit ambiant, et de laisser passer uniquement le signal unique. Ça paraît simple, la difficulté, c'est évidemment d'estimer le niveau de seuillage, et c'est uniquement possible avec les techniques modernes de DSP. Ça n'était pas possible, évidemment, en analogue il y a très longtemps avec d'autres technologies. Dernier point, donc, la communication intra-auriculaire. Donc je pense que c'est assez évident si vous allez dans le métro ou vous allez marcher un petit peu sur la rue, tout le monde a quelque chose dans l'oreille. Que ce soit l'oreillette Bluetooth, que ce soit votre kit main libre, que ce soit votre baladeur MP3, votre iPhone, que sais-je. Et là, juste illustrer évidemment que ce n'est pas une tendance, c'est une tendance lourde, on s'attend effectivement à ce que ça continue, les chiffres sont énormes. On a parlé de 1,2 milliard de dispositifs intra-auriculaires liés à des téléphones dans le monde, 250 millions cette année. La technologie Sonomax, on en a parlé un petit peu, du système microphonique dans l'oreille. Alors ça, c'est quelque chose qui est amusant à illustrer. J'aime bien vous présenter cette illustration-là. Donc ça, c'est un masque que vous pourriez mettre pour Halloween, ou bien si vous êtes la défense israélienne, ça peut être utile pour d'autres choses. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir donc sous ce respirateur, vous allez pouvoir avoir donc un microphone dans l'oreille, et ce microphone va également servir de haut-parleur. Donc vous allez pouvoir brancher un talkie-walkie, communiquer librement, même sous une cabine filtrante, avec d'autres travailleurs. Alors, ça c'est l'application pas sexy. L'application sexy, c'est ce qu'on appelle le keyboard in your ear. C'est qu'on pense qu'effectivement, puisque maintenant vous avez un microphone qui est dans l'oreille, il est protégé du bruit ambiant, donc il est dans un environnement très très contrôlé, il est toujours à la même position dans le conduit auditif, il va avoir une information très très claire de votre voix. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que la fameuse fonction de reconnaissance vocale qui ne marche jamais sur votre téléphone, que vous n'utilisez pas parce que ça n'est pas la même quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au bureau, etc. Mais la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que le bruit est toujours très très différent, que vous le tenez comme ci, comme ça. Mais là, ça va être réglé une fois pour toutes parce que tout se fait dans l'oreille, dans un environnement silencieux et contrôlé. Alors imaginez les applications, vous allez pouvoir vraiment cette fois commencer à contrôler toutes les commandes vocales, toutes les applications vocales vont être activées par ça. Et en plus, n'oubliez pas que l'empreinte vocale est unique à chacun. Alors imaginez que la prochaine transaction chez Desjardins, vous allez la faire en parlant, et non pas en rentrant votre NIC, mais simplement en épelant votre nom ou en donnant une information vocale. Donc c'est ce qu'on appelle le keyboard in your ear, et je pense qu'il y a beaucoup de compagnies télécom qui aiment beaucoup l'idée. Alors, il y a un doctorant qui va travailler quand même sur des aspects plus fondamentaux. Il y a quand même des hautes fréquences qui sont coupées, il va falloir recréer ces hautes fréquences, donc c'est ce qu'on appelle la High Frequency Reclamation, il va falloir recréer ces informations. Il y a aussi quelque chose qui va nous intéresser, c'est d'encoder l'effort vocal. Quand j'essaie de vous parler fort, vous sentez que ma voix a changé. Le pitch, la fréquence, change. C'est ce qu'on appelle l'effort vocal. Et ça va être intéressant pour la prochaine application. La prochaine application, c'est qu'on a l'intention de développer effectivement des systèmes qui vont se communiquer les uns aux autres et de créer ce que j'appelle un environnement radioacoustique virtuel. Donc là, l'idée est la suivante. Chacun a sa petite oreillette qui émet, et vous pouvez m'entendre. Sauf que l'idée, c'est que je vais pouvoir, simplement en modulant ma voix, recréer l'environnement naturel. Imaginez que je n'ai pas de microphone. Si je parle plus lent, il y a juste Jean qui m'entend. Par contre, si je parle plus fort, évidemment, on m'entend, n'est-ce pas, Jack-Eric? Voilà. Donc, ça, c'est l'idée, effectivement, qu'on va pouvoir, dans le protecteur auditif, encoder l'effort vocal que vous faites et transmettre à des distances qui vont être variables. Donc on va pouvoir se mettre à communiquer en équipe de travail, dans des équipes tactiques, peu importe, on va pouvoir se mettre à communiquer naturellement, même en présence de vous, mais en créant l'environnement acoustique. Voilà. Donc ça c'est l'idée un petit peu de l'environnement acoustique. Ce ne sera possible qu'avec la collaboration d'une équipe très implantée ici à l'ETS, qui est donc le LACIM, le laboratoire de communication et d'intégration de la microélectronique. Il y a donc un projet de co-direction d'un étudiant à la maîtrise pour très bientôt. Et puis il y aura aussi un étudiant qui va travailler probablement au sein de l'équipe de recherche de l'ERS, parce qu'on cherche aussi à travailler tous les aspects acoustiques, mais aussi cognitifs, pour que la chose soit adaptée à l'humain. Alors, communication intra-auriculaire, Nick l'a dit, il y a des problèmes. Alors les problèmes ne sont pas traditionnels, il y a des nouveaux problèmes. Le nouveau problème, je crois qu'on l'a dit aussi, c'est qu'il y a, et c'est une étude qui est sortie cet été, du Journal of Acoustic, de l'association médicale américaine, le JAMA, qui effectivement a étudié des cohortes d'adolescents à 15 ans d'intervalle et a trouvé effectivement, regardez, je vous donne la conclusion, elle a trouvé effectivement qu'on avait dans les années 90 15% de jeunes qui étaient, on va dire, avec une perte auditive, et que dans les années 95, donc, on est passé à quelque chose, pardon, en 2005, on est passé à quelque chose qui est maintenant plus proche de 20%. Donc ça, c'est une augmentation relative de 25%.
Alors qu'est-ce qui a changé en 15 ans? C'est pas tellement que les gens font plus de motoneige ou plus de chainsaw qu'avant, c'est surtout qu'il y a effectivement cette omniprésence de téléphones et de lecteurs et de baladeurs. Alors, vous comprenez évidemment la nécessité de regarder. On a parlé donc de cette histoire de dosimétrie. Alors je vais passer un petit peu plus vite, juste vous dire que donc, Kuba travaille effectivement sur un protecteur dosimétrique. L'idée est la suivante, c'est que le protecteur va non seulement vous protéger, mais calculer la dose de bruit que vous avez et vous prévenir lorsque vous excédez cette dose. Un petit peu comme dans les industries nucléaires, on va avoir effectivement des dosimètres personnels qui vous préviennent, vous alertent, ainsi de suite. Même chose par rapport à l'écoute de musique, on aura la possibilité d'écouter fort, pas longtemps, ou d'écouter longtemps, pas fort. On a également une collaboration très intéressante avec l'Université de Gand, la faculté de médecine, avec Amélie Bochtel, qui, elle, va travailler sur un aspect beaucoup plus fondamental, mais très intéressant. C'est qu'en réalité, on parle de mesurer la dose, mais vous savez quoi? Personne ne sait exactement comment la dose cumule et se décumule, c'est-à-dire comment la dose croît et décroît. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de récupération auditive. Lorsque vous n'êtes plus exposé au bruit, votre oreille se repose. Mais à quelle vitesse, on n'a aucune idée. L'idée, c'est justement d'aller investiguer ça. C'est quelque chose d'un petit peu fondamental. Et grâce à l'instrumentation qu'on va mettre au point et qu'on va développer intra-auriculaire. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on dit, bon, allez, 90 dB pendant 8 heures, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas vrai. Individuellement, évidemment, les sujets peuvent avoir ce qu'on appelle des susceptibilités différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être regardé aussi à l'aide d'émissions acoustiques pour vérifier finalement les fonctionnements cochléaires en fonction des doses individuelles. Voilà, dernier projet qui est un petit peu cette fois à la jonction de l'aide auditive et de la communication auditive, c'est le projet de Cédric, qui est ici, qui est l'optimisation de la réponse acoustique individuelle. Donc là aussi, chercher à avoir ce qu'on appelle une réponse étymotique, c'est-à-dire la plus proche de la réponse naturelle, en tenant compte aussi des préférences audio individuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui a trait à la qualité du son. Le dernier projet qui est sous-jacent à tout ça, c'est le projet de l'électricité. Je vous en ai parlé. On va avoir un problème si on est obligé de mettre des petites batteries, comme c'est le cas dans toutes les prothèses auditives. Une batterie, ça dure 5 jours que vous utilisez la prothèse, que vous n'utilisez pas. 7 jours au grand maximum. L'idée, c'est que ce sont des batteries zinc air qui s'oxydent. Alors là, ce qu'on va chercher à faire, nous, c'est du micro-grappillage énergétique intra-auriculaire. Donc Edine est en charge, il était ici, il est postdoc. Il est en charge de quantifier ces sources d'énergie cinétique, thermique, et de modéliser effectivement des systèmes piézoélectriques ou MEMS, des systèmes miniaturisés électromécaniques, qui vont permettre effectivement de capturer cette énergie-là et de s'en servir. Et on a effectivement l'appui bien apprécié du laboratoire de micro et de nanofabrication de l'INRS. Et donc je salue Sébastien qui est parmi nous aussi, et docteur Delprat. Et donc voilà pour le dernier projet de mes étudiants. Le mot final concerne l'étudiant que je n'ai pas. L'étudiant que je n'ai pas, c'est celui que je cherche. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs cas, effectivement, où j'ai besoin d'avoir des étudiants à encadrer. L'idée est de former à travers cette chaire aussi des étudiants qui vont pouvoir devenir du personnel qualifié dans ces domaines-là. Et une des premières tentatives que j'ai faites, bon gré malgré moi, c'était de passer effectivement, vous avez peut-être vu quelques petits articles de journaux, soit dans Québec Science, soit dans la presse Affaires avec le doyen qui a parlé de l'événement. Si vous n'avez pas vu, vous aurez demain l'occasion de voir demain soir sur TV5 une petite capsule vidéo, grâce donc à Emmanuel Bertou du service des communications, une petite capsule vidéo qui va présenter ce que je vous ai dit, mais en 3 minutes. Donc à mon avis, ça vaut la peine. Je ne sais pas comment ils ont fait le montage, mais voilà. Donc ça termine, et donc l'idée évidemment est de se faire connaître et de pouvoir effectivement attirer par ici les compétences et les connaissances. Beaucoup de gens sont intéressés par l'audio, peu de gens savent effectivement qu'à vitesse on va faire de ces applications un petit peu flagrées. Alors en terminant, et c'est vraiment la fin, j'aimerais quand même remercier et souligner la contribution de personnes qui ont été indispensables à ce que ce jour arrive finalement. La première personne n'est pas parmi nous je crois, mais Roger Sols était le premier ingénieur de Sonoax, c'est lui qui a eu l'idée de venir à l'ETS pour chercher un support et qui a donc contacté en fait Frédéric Laville au tout début. Donc je salue son initiative ici. Nick Laperle, dont j'aimerais souligner donc la grande confiance, et puis aussi dont j'admire beaucoup la persévérance par rapport à un projet qui a pris donc, maintenant plus de 10 ans. Je crois qu'effectivement ça vaut la peine d'être souligné, c'est assez inspirant. Frédéric Laville pour un encadrement qui durant le doctorat a été très humain et très encourageant, et puis aussi pour son aide durant donc, tous les processus d'embauche qui ont été intéressants mais un petit peu longs. Et puis, je voudrais aussi souligner récemment la contribution de Jack-Eric Van Der Broek,
qui en réalité, et dans mon histoire à moi, enfin dans ma compréhension des choses, a été vraiment la première personne à dire mais vous savez, Sonomax, vous pourriez avoir une chaire industrielle. Donc pour moi, en venant ici, je ne pense pas avoir eu déjà l'idée de faire une chaire industrielle, je pensais vraiment faire une connexion avec Sonomax, un arrimage. Mais la chaire, c'est vraiment l'initiative, en tout cas l'idée de Jack, Eric, et son montage rapide et efficace de la chaire a été grandement apprécié. Dans le même genre de compétences, il y a aussi celle d'Emmanuel Berthoud qui ont été vraiment très appréciées pour tout le travail d'arrache-pied en communication. Pour tout le matériel que vous voyez autour, c'était vraiment à la fois un grand dévouement, un grand professionnalisme, donc merci pour ça. Et puis il y avait pour ce soir un comité d'organisation que je veux quand même saluer, donc Jean Belzile, Antoine Landry qui ont donné leur accord, donc qui a grandement facilité l'organisation de tout ça. Gilles Fontaine, France Ortellano, encore une fois Emmanuel, et Anne Lebel de Sonomax, donc qui se sont occupés un petit peu de toute la logistique de ce soir. Et finalement, le mot final va à ma charmante épouse, parce que quand même, depuis 11 ans qu'elle attend dans la voiture, je voudrais quand même lui dire... on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors je ne sais pas si je suis un grand homme, mais je sais que Nathalie est une grande femme, formidable épouse, bonne ingénieure, même si vous avez des choses. Et Nathalie, merci beaucoup pour ton appui et ta patience. Merci infiniment, Jérémy, c'est vraiment inspirant comme projet. Je te demanderais de rester ici juste pour un petit instant. Alors, Frédéric Laville aimerait te présenter quelque chose de la part de collègues. Alors, Frédéric. Oh, mais c'est la version 1 du bouchon Sonomax. Merci. Je veux dire quelques mots, peut-être que je vais prendre le microphone. Quelques mots au nom de l'ERET, les collègues de l'ERET sont chargés de te remettre un cadeau. Puis de dire quelques mots aussi, de te dire que tous les collègues qui ont soutenu ta candidature, comme tu as dit, ce n'était pas toujours facile. Et puis donc, on est très content que tu sois devenu professeur. Et puis, on s'attendait pas, on savait la collaboration avec Sonomax, là, quelque chose allait se passer. Mais que ça se passe aussi vite, que ça soit sous la forme d'une chaire, tout de suite après qu'on embauche. On trouve ça extraordinaire, donc je veux vraiment t'en féliciter. En passant, on dit merci bien sûr aux gens du décanat qui ont surmonté ça, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, et puis à Jean-Nicolas qui a vraiment encore saisi une autre opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis, maintenant, on a essayé de trouver quelque chose là, relié à tes fonctions. Tes fonctions, tu l'as dit très occupées. Et si on est, il y a un sage qui a dit il faut méditer 1 heure par jour, sauf si on est très occupé. Alors, il faut méditer 2 heures par jour. Alors peut-être tu commences à deviner ce que ça peut être. Quelque chose qui va t'aider à méditer. Non, on pense que tu es très occupé, que tu as médité. Donc il y a 2 éléments. Ça, c'est le affût. Il faut t'asseoir dessus et puis tu mets au sol là, pour permettre d'être confortable. Quand même que ça ressemble un petit peu au premier bouchon Sonomax. Il y a un mode d'emploi. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci, chers collègues. Je crois que c'est maintenant le temps du chapeau. Tout le monde me fait signe que oui. Alors, quel est le protocole? Il y a une petite boîte. Moi, j'écoutais M. Laperle après. Voilà, on va inviter donc une main innocente, celle de Jean-Nicolas Laperle. Alors,
le premier gagnant est le professeur Dao. Trop bien fait. Le deuxième gagnant est aussi un professeur du département de mécanique, le professeur Marc Thomas. Alors ici un gagnant de l'INSST, Madame Diane Amin-Bouassa. Merci à tous, je pense que c'est maintenant vraiment le temps du cocktail. Alors, je vais regarder de l'autre côté de la salle. C'est fini, félicitations.